On a longtemps répété, dans les livres d'histoire, dans les discours officiels et jusque dans les conversations ordinaires, que l'Afrique ne possédait ni or, ni pétrole, ni diamants. Ce récit a circulé, génération après génération, forgé par des intérêts bien précis qui souhaitaient entretenir une image de pauvreté, d'impuissance et de dépendance. Mais ce récit est-il la vérité? Ou s'agit-il, au contraire, d'un mensonge soigneusement élaboré pour servir d'autres desseins? La réalité, lorsqu'on gratte la surface, est tout autre. En Afrique, sous nos pieds, dorment des trésors inestimables. Or, pétrole, uranium, diamants, mais aussi bauxite, lithium, fer, manganèse, cuivre, cobalt, terres rares, phosphate. À perte de vue, nos sous-sols sont tapissés de ressources que le monde entier convoite. Parfois, il suffit de creuser à quelques mètres pour tomber sur des filons. Les études géologiques menées depuis l'indépendance, et même bien avant, démontrent que nos gisements partagent les mêmes caractéristiques et la même abondance que ceux des régions réputées les plus riches de la planète, comme l'Australie, le Canada ou l'Afrique du Sud. Prenons le cas du Mali et du Burkina Faso. Ces deux pays, longtemps considérés comme pauvres, figurent aujourd'hui parmi les 10 plus grands producteurs d'or du monde. Au Niger, l'uranium extrait des mines d'Arlit alimente depuis des décennies les centrales nucléaires françaises. En République démocratique du Congo, on trouve la plus grande réserve mondiale de cobalt, indispensable à la fabrication des batteries pour les voitures électriques. Le Ghana, lui, est surnommé la Côte de l'Or depuis des siècles. Et que dire du Nigeria, dont les réserves pétrolières alimentent toute une économie, ou encore de la Guinée, qui détient un tiers des réserves mondiales de bauxite. Pour illustrer cette abondance, souvenons-nous de la découverte du diamant de Cullinan en Afrique du Sud au début du XXe siècle, le plus gros diamant jamais trouvé, pesant plus de 3106 carats. Ce joyau, taillé en 9 pierres principales, orne aujourd'hui la couronne britannique. Cet exemple n'est qu'un symbole parmi d'autres de la manière dont les richesses africaines ont souvent profité à autrui. Alors, pourquoi, malgré cette abondance, voit-on chaque année de nouveaux gisements surgir au Sahel, en Afrique centrale, en Afrique australe, sans que les populations locales n'en soient réellement bénéficiaires? Pourquoi, des déserts du Sahara jusqu'aux forêts du Congo, la majorité des permis d'exploitation de mines, de pétrole ou de gaz atterrissent-ils systématiquement entre les mains de multinationales étrangères? Pourquoi les communautés vivant à proximité de ces trésors restent-elles souvent dans la précarité, privées d'eau potable, d'écoles, d'infrastructures, alors que la richesse de leurs terres devrait suffire à transformer leur quotidien? La réponse à ces questions dérange. Car depuis la colonisation, un système a été mis en place pour écarter systématiquement les Africains du contrôle de leurs propres ressources. Prospection, extraction, transformation, vente. Chaque étape est verrouillée ou monopolisée par des intérêts venus d'ailleurs. Derrière les accords secrets, les institutions internationales, les frontières tracées à la règle, se cache une stratégie de dépendance parfaitement planifiée et méticuleusement entretenue. Ce système ne relève pas du hasard. Il s'appuie sur une triple mécanique: division, manipulation et privation de souveraineté. Tout est fait pour empêcher l'émancipation économique des peuples africains et maintenir une mainmise étrangère, tout en entretenant une fragilité politique chronique. Pendant ce temps, la dignité des populations est sacrifiée, et le potentiel du continent reste inexploité, gaspillé, ou pire, pillé méthodiquement. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération refuse la résignation. Partout, des voix s'élèvent pour réclamer la souveraineté sur nos ressources, la gestion de notre avenir et la fin d'une dépendance qui n'a que trop duré. À travers les réseaux sociaux, les universités, les mouvements associatifs et même au sommet des États, une dynamique inédite gagne l'Afrique. Au centre de cette dynamique se trouve une initiative qui attire tous les regards, la Confédération des États du Sahel. Cette union naissante porte l'espoir d'une alliance pragmatique, capable de briser le cercle vicieux de la pauvreté et de transformer la richesse minérale en prospérité partagée. Mais son ambition va bien au-delà des seules ressources naturelles. Ce qui se joue dépasse largement la question des contrats miniers ou des pipelines.
Il s'agit de dignité, de stabilité, de la survie même de nos sociétés et de l'avenir de nos enfants. L'Afrique se trouve à un carrefour historique. Continuer à subir la manipulation et la division, ou s'unir enfin pour bâtir un futur autonome, digne et florissant. Pour comprendre comment un tel système de domination a pu s'installer et se perpétuer, il faut remonter le fil de notre histoire. Tout commence avec le découpage arbitraire de nos frontières, la confiscation de nos ressources et la division imposée à nos peuples. Revenons donc sur les origines du morcellement du continent. Pour contrôler l'Afrique, les puissances coloniales ont mis en œuvre des stratégies précises et redoutablement efficaces. Les frontières africaines n'ont jamais été conçues pour unir les peuples. Elles ont été tracées à la règle, sans tenir compte des langues, des cultures, des traditions ou des histoires locales. Ce découpage a créé des États artificiels, morcelant des communautés qui, parfois, partageaient la même langue, la même histoire, la même foi. Prenons l'exemple du Mali, de la Mauritanie, du Nigeria ou du Burkina Faso. Leurs frontières ont été modifiées, parfois amputées, parfois agrandies, au gré des intérêts européens. Des familles entières, des villages, des nations ont été coupées en deux, semant la confusion et les conflits qui persistent encore aujourd'hui, des décennies après les indépendances. Au Cameroun, par exemple, la colonisation allemande puis franco-britannique a fragmenté le territoire, créant la fameuse ligne de démarcation qui sépare toujours les régions anglophones et francophones, à l'origine de tensions politiques récurrentes. En Afrique de l'Est, les Maasai, peuple nomade, se retrouvent divisés entre le Kenya et la Tanzanie, alors qu'ils formaient jadis une seule entité culturelle. Mais les frontières n'étaient que le premier verrou. Le piège s'est refermé avec la création d'institutions sur mesure, conçues pour verrouiller l'accès aux richesses. L'Organisation commune des régions sahariennes, par exemple, n'a jamais été un simple regroupement administratif. En fusionnant des fragments du Mali, de la Mauritanie, du Nigeria et du Burkina Faso, l'objectif n'était pas l'unité, mais la mainmise sur les trésors cachés du désert, or, uranium, mais aussi et surtout l'eau. Peu de gens savent que le sous-sol sahélien abrite l'une des plus vastes réserves d'eau douce de la planète. Cette mer invisible, identifiée par les géologues comme l'aquifère de Taoudéni, s'étend sous plusieurs pays et pourrait transformer la vie de millions d'Africains. Si elle était exploitée par les peuples de la région, elle offrirait une sécurité alimentaire, une prospérité durable, une autonomie inédite pour le Sahel. Pourtant, ce potentiel reste confisqué, surveillé à distance, loin des mains qui en auraient le plus besoin. Ce n'est pas un hasard si, pendant des décennies, l'or, l'uranium, le pétrole ou les diamants ont été absents des cartes officielles. Dans les années 50, on disait aux habitants, parfois sous la menace, qu'il n'y avait rien sous leurs pieds. Pendant ce temps, des permis secrets étaient octroyés à des sociétés étrangères, souvent par des administrations coloniales ou néocoloniales. Il aura fallu des générations de géologues africains, patiemment formés malgré les obstacles, pour prouver le contraire. En Côte d'Ivoire, dans la région de Tortilla, le diamant a été découvert grâce à la ténacité de chercheurs locaux. Au Burkina Faso, la région de Banfora recèle la même formation géologique que celle de Tortilla, ce qui laisse présager la présence de diamants. Les autorités étrangères, conscientes de ce potentiel, ont longtemps refusé d'accorder des permis de prospection aux Africains, préférant les réserver à leur propre société. Derrière chaque frontière, chaque institution régionale, la même logique, empêcher l'unité, rendre dépendant, garder la main sur l'eau, l'or, le sous-sol. Les institutions africaines, qu'elles soient politiques ou économiques, n'ont presque jamais été pensées pour servir les peuples. Bien souvent, elles ont été dessinées à Paris, à Londres, à Bruxelles, puis imposées sous couvert d'aide au développement. Le résultat, c'est une dépossession progressive et systématique. L'eau, l'or, les minerais passent d'abord sous contrôle étranger. Les aspirations africaines sont étouffées à la racine, bien avant de pouvoir s'exprimer. Tant que cette mécanique persiste, l'Afrique avance avec des chaînes invisibles, privée de son destin, condamnée à la dépendance. Pour illustrer cette dépossession, pensons à l'exemple du cacao ivoirien. La Côte d'Ivoire demeure le premier producteur de cacao au monde, mais la majorité de la transformation, et donc de la valeur ajoutée, se fait encore en Europe.
les producteurs locaux restent dépendants des prix fixés à Londres ou à New York, alors que ce sont leurs mains qui cultivent la richesse. Mais aujourd'hui, cette fatalité n'est plus acceptée comme une évidence. Une nouvelle génération d'Africains remet en question les règles du jeu et revendique le droit de choisir sa voie. Des mouvements citoyens comme Y'en a marre au Sénégal ou Balai citoyen au Burkina Faso réclament plus de justice, de transparence et de contrôle sur les ressources nationales. La vraie indépendance, est-ce seulement hisser un drapeau? Ou bien existe-t-il encore des chaînes invisibles qui enserrent l'Afrique jusque dans ses institutions les plus profondes? Derrière les discours officiels, la réalité est plus complexe, parfois plus sombre. La dépendance n'a jamais vraiment disparu. Depuis des décennies, des réseaux d'accords secrets et d'institutions internationales, comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou l'Union européenne, imposent leurs règles. Leurs politiques dictent des choix économiques et sociaux qui servent d'abord les puissances étrangères, enfermant les économies africaines dans des logiques d'endettement, d'austérité et de soumission. Prenons l'exemple du franc CFA, monnaie utilisée dans 14 pays africains et gérée depuis Paris. Malgré des appels répétés à sa réforme, le système continue de priver les États africains du contrôle de leur politique monétaire. Les réserves de change doivent être déposées en France et la parité fixe limite la compétitivité des économies locales. Plusieurs chefs d'État, comme Thomas Sankara au Burkina Faso ou Modibo Keïta au Mali, ont tenté de s'en affranchir. Ils y ont perdu la vie ou le pouvoir. Mais l'emprise ne s'arrête pas à l'économie. Elle s'infiltre partout, dans la corruption systémique, les menaces, le chantage, parfois les assassinats. 23 chefs d'État africains ont été éliminés, selon plusieurs historiens, pour avoir osé défier l'ordre établi et rêver d'une souveraineté totale. À chaque trouble, chaque coup d'État, plane l'ombre de ceux qui refusent de voir l'Afrique debout. La manipulation est totale. Nombre de dirigeants africains sont piégés par des promesses d'argent faciles, des dossiers compromettants, ou même la nécessité de nourrir leur peuple dans des situations de crise. Pour certains, céder n'est pas un choix, mais une question de survie, non seulement pour eux, mais pour des millions de personnes. Ainsi, la dépendance se transforme en cercle vicieux, dont il semble presque impossible de s'échapper. Même l'école n'est pas épargnée. Manuels, programmes, langues d'enseignement, tout, ou presque, reste hérité de la colonisation. L'histoire de l'Afrique y est souvent caricaturée, réduite à quelques chapitres sur l'esclavage ou la colonisation, occultant la grandeur des empires du passé, comme le Mali, le Ghana, le Songhai, le Zimbabwe ou le Bénin. Résultat, génération après génération, une aliénation culturelle s'installe, érodant la confiance et l'unité nécessaires à l'émancipation. La santé publique, elle aussi, porte la marque de la dépendance. La quasi-totalité des médicaments consommés en Afrique sont importés, parfois de qualité douteuse, voire falsifiée. Cette dépendance expose les populations à des scandales sanitaires, comme la distribution de faux vaccins ou de traitements inefficaces. Au Nigeria, par exemple, des milliers d'enfants ont été victimes d'un sirop antitussif frelaté importé d'Asie. L'alimentation constitue un autre champ de bataille. Malgré des terres arables immenses, la plupart des pays africains dépendent massivement des importations de riz, de blé ou de lait. Résultat, des millions de familles restent vulnérables face aux fluctuations des prix mondiaux, à la spéculation et aux pénuries. En période de crise, comme lors de la pandémie de Covid, cette fragilité s'est traduite par des hausses de prix spectaculaires, mettant en péril la souveraineté alimentaire du continent. Au bout du compte, ce système de dépendance généralisée ronge non seulement la prospérité, mais aussi la dignité, la santé et l'avenir des peuples africains. Tant que ce cercle n'est pas brisé, l'Afrique restera à la merci des décisions venues d'ailleurs, condamnée à subir plutôt qu'à choisir. Mais ce tableau n'est pas figé pour l'éternité. Une nouvelle génération se lève, prête à écrire une autre histoire. Des entrepreneurs, des artistes, des scientifiques, des étudiants, des paysans, des femmes et des hommes de toutes origines s'organisent pour transformer le rêve de souveraineté en réalité. Et si l'Afrique reprenait enfin la main sur son destin? Aujourd'hui,
Au cœur du Sahel, une nouvelle page s'écrit. La Confédération des États du Sahel voit le jour, portée par une volonté souverainiste inédite. Cette alliance s'appuie sur 3 piliers, défense, diplomatie et développement. Mais elle ne se limite pas à la coopération militaire ou à la coordination de politiques publiques. Elle vise une refondation profonde des institutions, des mentalités et des pratiques. L'objectif est clair, refonder le pouvoir africain, briser l'engrenage de la dépendance et imposer une nouvelle narration, façonnée par et pour les Africains. Fini les décisions imposées de l'extérieur. Désormais, le continent entend tracer sa propre route, sans tutelle étrangère. La Confédération veut créer un modèle alternatif où chaque État membre, tout en préservant sa souveraineté, s'appuie sur la solidarité régionale pour renforcer sa sécurité, sa résilience économique et son rayonnement culturel. Le levier principal de ce bouleversement, c'est la réorganisation institutionnelle, des commissions spécialisées, des collèges d'État, mais surtout, une participation citoyenne revitalisée. Chaque habitant retrouve sa voix, sa responsabilité, sa place dans la construction collective d'un projet d'autonomie à long terme. Pour la première fois, des assemblées populaires consultatives sont organisées, permettant à chaque village, chaque communauté, chaque diaspora d'exprimer ses attentes et de proposer des solutions. La souveraineté cesse d'être un mot creux. Elle devient une exigence concrète, ancrée dans tous les domaines, politique, économie, sécurité, culture. Il s'agit de reprendre le contrôle sur les ressources, les choix stratégiques et même la narration de l'histoire africaine. Jamais plus le sort du continent ne sera scellé ailleurs que sur ses propres terres. Cela implique une rupture graduelle avec les accords hérités de la colonisation, la fin des injonctions étrangères et la reconquête des leviers économiques. La Confédération s'engage à former ses propres experts, à bâtir ses industries, à protéger ses frontières et à affirmer une diplomatie conçue par et pour les peuples africains. Des universités panafricaines voient le jour, formant des ingénieurs, des médecins, des juristes, des agronomes capables de répondre aux défis locaux sans recourir systématiquement à l'expertise étrangère. Mais le chemin est semé d'embûches. Les pressions extérieures persistent, économiques, politiques, parfois militaires. Les leaders du changement doivent être protégés face aux menaces, aux manipulations et aux tentatives de déstabilisation. Leur sécurité et leur intégrité reposent plus que jamais sur l'unité nationale et la mobilisation populaire. L'histoire l'a montré. Lorsque Patrice Lumumba, Thomas Sankara ou Amilcar Cabral ont tenté d'affirmer l'indépendance réelle de leur pays, ils ont fait l'objet de campagnes de diabolisation, d'isolement, puis d'assassinat. Si cette alliance parvient à ses fins, elle pourrait devenir le modèle d'une renaissance africaine, inspirant d'autres régions à briser les chaînes de la dépendance et à choisir une autodétermination authentique. Mais si elle échoue, la répression pourrait s'intensifier et l'ingérence étrangère revenir, sous de nouveaux masques, menaçant l'identité et l'unité du continent. C'est un moment décisif. L'avenir du Sahel, et peut-être de toute l'Afrique, dépend de la capacité à transformer l'essai, à fédérer les énergies, à façonner une souveraineté qui ne s'improvise pas, mais se construit, collectivement, jour après jour. Pourtant, la réussite ne reposerait pas sur quelques dirigeants visionnaires. Elle requiert une révolution profonde des mentalités, une discipline populaire, un engagement quotidien de chaque citoyen. Car la souveraineté, avant d'être un acte politique, est avant tout un état d'esprit. C'est le refus de la fatalité, l'audace de l'initiative, la fierté de l'identité et la rigueur dans l'action. La Confédération ne marche pas à l'aveuglette. Elle doit répondre à des défis immédiats comme la sécurité alimentaire ou la lutte contre le terrorisme, mais aussi anticiper les réactions de ceux qui, hors du continent, voient leur influence menacée. Comment transformer cet élan en réussite durable? Sans discipline et sans conscience, même les rêves les plus nobles s'effondrent. L'histoire du continent regorge d'espoirs brisés et de révolutions trahies. La passion seule ne suffit pas. Pour libérer un peuple, il faut de la rigueur, de l'organisation, une formation constante et une solidarité sans faille. La fable du python et du cobra illustre bien ce propos.
Le serpent le plus fort, sans vigilance ni stratégie, finit toujours piégé. Quand la discipline manque, nos ressources et nos chefs deviennent la cible de puissances extérieures. Voilà pourquoi chaque victoire exige des femmes et des hommes aguerris, solidaires, préparés à protéger les acquis et à éviter les pièges du passé. Le soutien populaire ne doit pas être une simple vague d'émotions. Il doit s'organiser, se former, se préparer à protéger et entourer les vrais leaders. Si la sécurité devient l'affaire de tous, aucun dirigeant patriote ne sera jamais isolé ni trahi par la manipulation. Des comités de vigilance, inspirés des villages traditionnels, sont mis en place pour surveiller les tentatives de corruption et de division. Mais la souveraineté n'est pas qu'une affaire de politique ou d'économie. Elle commence dans les esprits, par la réécriture des manuels scolaires et la restauration de la mémoire africaine. Sortir de la colonisation mentale, c'est offrir à nos enfants la fierté de leurs ancêtres et les outils pour inventer l'avenir. Le Mali, par exemple, a réintroduit dans ses écoles l'enseignement des langues nationales et l'étude des empires précoloniaux. La production locale est une condition vitale. Fabriquer nous-mêmes nos armes, notre alimentation, nos médicaments. Tant que nous dépendrons de l'extérieur, nous resterons vulnérables. L'autonomie alimentaire, sanitaire et sécuritaire est une exigence pour la dignité. Au Rwanda, la politique d'autosuffisance alimentaire a permis de réduire la pauvreté de moitié en moins de 20 ans. Les intellectuels, chercheurs et scientifiques africains sont les éclaireurs de demain. Ils doivent être protégés, valorisés, soutenus dans leur mission de transformer nos ressources en richesses partagées. Leur sécurité et leur liberté sont indispensables à la renaissance du continent. Des centres de recherche, comme l'Institut Pasteur de Dakar, prouvent que l'innovation locale est possible et peut rayonner à l'international. Il est temps aussi de repenser nos constitutions. Au lieu de copier des modèles étrangers, enracinons-les dans nos langues, nos valeurs, nos traditions. Que chaque serment soit prêté devant la terre et les ancêtres pour restaurer le lien sacré entre le peuple, la nature et l'histoire. Le Bénin, par exemple, a intégré dans sa constitution des références explicites à la cosmogonie locale. La feuille de route est claire: discipline, formation, organisation, solidarité, affirmation culturelle, souveraineté matérielle et protection de notre intelligence collective. Sinon, ignorance, indiscipline et division continueront de saboter nos efforts et de livrer notre avenir à d'autres. Les expériences passées, comme la chute de la première Union africaine post-indépendance, rappellent que sans cohésion et volonté commune, les plus beaux projets s'effondrent. La balle est désormais dans le camp de chaque Africain. Quelle Afrique voulons-nous vraiment bâtir? Une Afrique soumise au bon vouloir de l'extérieur, ou une Afrique qui prend en main son destin, fière de son histoire et maîtresse de ses ressources? Mais même la meilleure stratégie ne suffit pas sans un réveil collectif. Car les épreuves à venir exigeront plus que de simples mots ou intentions. La souveraineté demande des sacrifices, de la patience, de la persévérance. L'Afrique n'est pas la menace. Ce qui menace, c'est l'inaction collective. C'est la résignation, le refus de s'informer, de débattre, de se former, d'agir. Dans les années 60, l'euphorie des indépendances a laissé place à la désillusion faute d'organisation et de discipline. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de douter de la capacité du continent, mais de passer à l'action. Après des décennies de divisions imposées, de ressources arrachées, d'obstacles dressés sur la route, la question n'est plus celle de la possibilité, mais celle de la volonté. Que faisons-nous, chacune et chacun, pour que la souveraineté africaine devienne réalité? L'histoire a voulu nous faire croire au manque de richesse, à la fatalité de la dépendance, à l'impossibilité de l'unité. Pourtant, à chaque génération, des femmes et des hommes ont bousculé ces mythes, élargi nos horizons et prouvé que le destin du continent n'est écrit nulle part ailleurs qu'ici. Pensons à Nelson Mandela, à Kwame Nkrumah, à Wangari Maathai, à Cheikh Anta Diop, à tous ceux qui ont ouvert des chemins d'espoir. Refuser l'inaction aujourd'hui, c'est refuser que d'autres écrivent encore notre avenir à notre place. C'est choisir d'apprendre, de débattre, de se former et de s'informer pour saisir les enjeux économiques, politiques et culturels qui façonnent nos sociétés.
La souveraineté ne se décrète pas d'un mot, elle se construit pas à pas, par l'engagement collectif, la rigueur et la solidarité au quotidien. Chacun a un rôle à jouer. Que l'on soit étudiant, cultivateur, ingénieur, enseignante, membre de la diaspora ou artisane, chaque geste compte. S'informer, soutenir les initiatives locales, transmettre nos cultures, encourager l'innovation, exiger la transparence, c'est déjà bâtir l'Afrique souveraine, pierre après pierre. La diaspora, forte de ses compétences et de ses réseaux, peut jouer un rôle décisif en investissant dans l'éducation, la santé, l'agriculture. Les enjeux dépassent la simple économie. Il s'agit de préserver notre dignité collective, d'offrir une perspective aux générations futures, de garantir la santé et la stabilité de nos populations. Soit l'Afrique prend la plume de son histoire, soit elle laisse d'autres la manipuler, la diviser, en détourner les fruits. La bonne nouvelle, c'est qu'à chaque prise de conscience, chaque acte de solidarité, chaque mobilisation, naît une onde capable de briser les chaînes de la dépendance. L'unité ne signifie pas l'uniformité, mais la conscience d'un destin commun, forgé ensemble, au-delà des frontières héritées. À l'image de l'Union européenne, bâtie sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique peut transformer ses blessures en force et ses différences en richesse. Alors, posons-nous la question. Quelle Afrique voulons-nous laisser à nos enfants? Sommes-nous prêts à nous remettre en cause, à débattre sans tabou, à unir nos forces pour le bien commun? La reconquête ne sera ni simple ni immédiate, mais elle commence par une décision. Refuser d'être spectateur de notre propre histoire. Oser, agir, s'organiser, soutenir celles et ceux qui, chaque jour, font grandir la renaissance africaine. Comme le disait Amilcar Cabral, dire la vérité, même contre soi, c'est le premier pas vers la liberté. Aujourd'hui, le choix est entre nos mains. Rester divisés ou devenir les bâtisseurs de notre unité et de notre souveraineté. L'heure n'est plus à attendre, mais à agir. L'Afrique n'attend plus, elle se réinvente, et dans ce mouvement, chacun de nous est appelé à jouer sa partition. Que l'histoire retienne que nous avons choisi la dignité, l'unité et la souveraineté.